Un grand merci à nouveau à toutes les trois pour vos interventions. Donc je reviens sur l'idée générale qui nous occupait cet après-midi, qui était ces questions de réception et de diffusion des périodes bleues et roses. Et ce qui m'a interpellée en vous écoutant et sur quoi je voudrais revenir, c'est sur cette question de ces œuvres bleues et roses comme icônes, dont on a aussi un petit peu parlé hier au début du colloque, et de ces questions que nous sommes posées tout au long de la préparation de cette exposition, qui était cette mythification des périodes bleues et roses, qui sont devenues des mythes, des notions communément admises, et sur lesquelles que nous avons cherché à questionner, à interroger, pour voir ce qui se cachait derrière. Donc cette question de la périodisation aussi, qui est sous-jacente. Et je voudrais... il me semble que cette question de la périodisation et de l'image mythique de ces périodes bleues et roses, elle lie à la fois les critiques et les collectionneurs. Donc je voudrais commencer avec une première question pour Malène sur le témoignage de Sabartès, qui a été l'ami très proche de Picasso à partir de 1899, et qui a fourni une source essentielle sur cette époque avec son ouvrage Picasso, Portraits et souvenirs. Donc je voulais te demander, Malène, selon toi, quel rôle ont joué les critiques, et notamment Sabartès, dans cette construction, et la construction de tout cet imaginaire qui existe aujourd'hui autour des périodes bleues et roses? Oui, je crois que Sabartès n'est pas un critique, c'est un témoin, c'est un ami. Alors pour moi, c'est tout à fait important pour savoir qu'est-ce que faisait le jeune Picasso à Barcelone. Parce que maintenant, on parle toujours de Picasso comme un grand artiste, mais quand il est arrivé à Barcelone, il était 13 ans. Alors, de 13 ans, il était un adolescent, un jeune homme. Alors, les témoins de Sabartès, c'est très important pour connaître tout ça. Comme c'est aussi les témoins d'autres amis de Picasso, moins connus. Mais par exemple, pour étudier la période de la Corogne, de 10 à 13 ans, on doit lire Tenreiro, que c'est un ami de Picasso, un collègue de l'école des Beaux-Arts. Alors, sans eux, c'est impossible de savoir qu'est-ce que faisait le jeune Picasso. Parce que c'est ça, je dis toujours, c'est pas notre Picasso, c'était un Picasso andalou qui vient arriver à la Catalogne, qu'on parle catalan, il parle andalou. C'est un peu différent, c'est difficile de s'intégrer dans la société catalane de ce moment. Alors, c'est toujours, Sabartès nous dit, c'est jeune andalou, il fait toujours ces revendications de l'andaloucisme de Picasso en ce moment-là. Et je crois que c'est très important de lire Sabartès pensant qu'il est écrit 40 ans après. Alors, c'est toujours que la mémoire, c'est un peu sélectif, n'est-ce pas? Mais c'est très important. C'est témoins comme ceux de Rocarol, qui a fait aussi ses mémoires un petit peu, mais sans eux, il serait impossible de savoir ce qu'il avait fait Picasso à la Corogne et à Barcelone. En effet, c'est en tant qu'ami qui nous fournit cette source essentielle sur ce que fait Picasso et sur sa vie, sur ses ateliers à cette époque. Mais c'est vrai qu'il y a aussi... on sent quand on lit les écrits de Sabartès, qui sont écrits 40 ans plus tard, donc avec parfois les imprécisions que tu as très bien soulignées, qu'il y a aussi cette romance. Il raconte aussi une histoire et il participe, en tout cas moi il me semble, à la construction de ce récit du jeune Picasso. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bon, ça que Sabartès, dans tous ses écrits, on doit séparer un petit peu les moments qu'il est en train de vivre avec Picasso. Alors, on sait que ce sont des témoins exacts, à peu près. Mais quand il se souvient de la période de Barcelone, je crois que c'est un petit peu idéalisé. C'est ça, parce que quand il est avec Picasso, il est déjà très fameux, très connu. Alors, c'est un témoin passé par la subjectivité du même écrivain. Alors, on doit entendre que c'est un témoin, mais aussi un roman. Merci Malène. Cette question de l'icône, elle se
et de la mythification des périodes bleues et roses, elle se pose aussi à travers la figure des collectionneurs. Et donc évidemment, ce qui nous interpelle, et c'est aussi pour ça que nous avons fait le choix d'aborder ces deux figures de collectionneurs américains, Chester Dale et Albert Barnes. Il y a d'autres figures de collectionneurs très importants, notamment les collectionneurs russes que nous aurions pu choisir de traiter. Mais nous avons souhaité donc consacrer du temps à ces deux collectionneurs parce que ce sont aussi les œuvres, enfin ils avaient acquis les œuvres qui sont aujourd'hui absentes dans l'exposition Picasso bleu et rose, puisque comme vous l'avez chacune rappelé, ils ont chacun souhaité qu'elles ne soient pas prêtées et qu'elles restent conservées dans le musée auquel ils ont fait leur donation. Et voilà, moi, ça m'interrogeait par rapport à la question de l'icône, par rapport à cette question de ces œuvres qui sont très connues, qui sont des chefs-d'œuvre, hein, des périodes bleues et roses, qui étaient dans la collection de Chester Dale et d'Albert Barnes, qui sont très connues parce qu'elles ont été très diffusées par la reproduction et qui sont vraiment ancrées dans les imaginaires collectifs aujourd'hui, mais qui sont au final assez peu visibles, à moins d'aller donc à Washington ou à Philadelphie. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre cette aura de ces œuvres et cette rareté? Voilà, je voulais avoir votre avis à ce sujet et vous demander aussi si vous avez des éléments sur ce choix de ces collectionneurs de ne pas prêter leur collection. En effet, ce qui est intéressant avec les œuvres que Barnes a choisies, c'est que même plus qu'avant celle de Chester Dale, Barnes était contre les reproductions en couleur. Donc, ça fait même pas 10 ans que... Enfin, non, j'exagère, mais c'était vraiment dans les années 90 qu'on a commencé de reproduire les œuvres de Barnes en couleur, parce qu'il avait insisté d'une visite, une vraie visite, pour les voir. Donc, dans un sens, je pense que les œuvres Barnes étaient plutôt cachées. Et maintenant, on commence de les redécouvrir. Mais le choix que Barnes a fait, c'était... bon, en fait, des fois, c'est difficile à comprendre, mais comme l'idée, c'était pas un musée, c'était une fondation où il avait des cours, il avait de l'enseignement, il a envie de garder ces ensembles pour avoir des cours comme il faut. Donc, aussi, il avait bien sûr des inquiétudes sur le voyage des œuvres. Donc, mais est-ce que c'était le même avec Chester Dale? Enfin, non, en effet, c'est intéressant parce que le cas de Chester Dale, il était contemporain avec Albert Barnes et il y a des rapports. Mais pour lui, il aimait bien les reproductions. En effet, après les choses sont arrivées à la National Gallery, on a fait produire les cartes postales, les images, les photos de très bon prix. Donc ça veut dire, si vous regardez dans les livres d'art des années 50, 60, on voit plein de choses, Chester Dale, parce que les images sont disponibles et de très bon marché. Donc tout le monde a reproduit les choses. Donc Dale il était encouragé la reproduction des œuvres d'art. La question de ne prêter pas, en effet, c'était à sa tête une bonne idée. Parce que quand il a donné le don à la National Gallery d'Art, la National Gallery n'avait que 20 ans. Nous étions musée bébé. Nous n'avons rien pour l'art moderne. Et quand je dis rien, je veux dire aucun Monet, aucun Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Cassatt, et surtout les contemporains, les artistes comme Matisse et Picasso. Donc c'est vraiment la collection fondateur, parce qu'il n'y avait rien avant Chester Dale. Et il a même dit, je ne voudrais pas que les personnes visitent le musée pour voir un cas qui disent c'est parti pour être en prête. Il voudrait que les personnes aient l'occasion de voir les œuvres. Donc, pendant les années 60, c'était une politique logique. Maintenant, évidemment, la familiarité, c'est restreint. On connaît moins la collection parce qu'il faut faire le pèlerinage à Washington pour voir les œuvres. Donc, je ne pense pas qu'il a pensé vraiment à l'avenir, il pensait seulement du moment-là. Donc, comme je dis, je comprends la politique
Et pour moi, je dois dire, comme conservateur de musée, j'aime bien prêter des choses, mais de temps en temps, je suis très contente d'avoir les choses chez moi. Donc, d'avoir, par exemple, la peinture préférée de Chesterdale était Renoir, La jeune fille à l'arrosoir, The Little Girl with a Watering Can. Et donc, il était très fier de ça parce qu'on a vendu plus de cartes postales pour ça. Et maintenant, c'est une œuvre très connue, bien aimée par le public. C'est un peu kitsch, peut-être. Mais quand on arrive à Washington, c'est toujours sur le mur pour les visiteurs. Et pour Dale, ça, c'est l'essentiel. Mais pour le point de vue des sujets, comme je dis, c'est Maud. C'est Maud qui a contrôlé. Maud aimait bien le portrait. Quand j'ai organisé l'exposition sur la collection Chesterdale, ça m'inquiète parce qu'il y avait une centaine d'artistes. Il y a des maîtres anciennes, mais aussi pour les impressionnistes jusqu'à l'art moderne. Comment présenter ça dans une façon cohérente? En effet, c'était facile parce que Maud a contrôlé les sujets et cherché les choses figuratives, réalistes, pas abstraites, pas le néo-impressionnisme, pas les choses fauves, pas les choses surréalistes. Donc, elle a choisi les choses pour Chester, dans les sujets assez étroits, dans les styles assez étroits à la fin. Donc, ça donnait une manière cohérente sur la collection en total. Merci beaucoup. Donc oui, c'est quelque chose que nous avons senti aussi dans les interventions de cet après-midi. Hein, c'est cette inscription de Picasso dans une histoire de l'art moderne à travers ce regard des collectionneurs. Et il y aurait beaucoup d'autres colloques à organiser, notamment, je trouve, sur la question de la manière d'accrocher ces œuvres des périodes bleues et roses chez les collectionneurs. Et je vous remercie pour ces illustrations qui étaient vraiment très riches et à creuser. C'est cette question donc du goût des collectionneurs, elle est aussi cohérente avec le reste des thèmes qui ont été abordés lors de ce colloque, hein, avec ces dialogues artistiques donc ces dialogues entre Picasso et les autres artistes que nous avons abordés durant ces 2 jours, que l'on retrouve et qui se prolongent, hein, sur les murs des appartements des collectionneurs, où on voit Picasso dialoguer avec ses immédiats prédécesseurs et ses contemporains. Et voilà, il me semble qu'il était vraiment très important de pouvoir revenir durant ces 2 jours sur ces dialogues artistiques pour donner encore plus de sens à la présentation de cette exposition Picasso bleu et rose au musée d'Orsay. Donc je voudrais clore ce colloque en remerciant très chaleureusement tous les intervenants pour leurs présentations qui ont été toutes de très grande qualité, passionnantes. Et, également Scarlett Reliquet et Luc Bougnol-Lafont pour leur organisation, ainsi que toutes les équipes du musée d'Orsay. Merci beaucoup à tous.